Le système. Dans le système, il y a les spécialistes de la narine gauche. Il y a les spécialistes de la narine droite. Ils se parlent pas. Puis ils sont incapables de dire si les deux narines respirent en même temps. C'est comme ça que le système est mal foutu. Quand on parle du phénomène de déversoir, on parle du désengagement de l'État face à ses services publics qui vient mettre une pression énorme sur les organismes communautaires qui peinent à répondre aux besoins de la population. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut quand même comprendre un petit peu l'historique du système de santé et des services sociaux au Québec. Tu sais, avec la pandémie, c'est un peu comme si tout le monde s'était réveillé en disant « Oh, c'est donc bien épouvantable ce qui se passe dans le système de santé, c'est dramatique ce qui se passe dans les CHSLD », mais en fait, c'est que c'est pas d'hier, qu'il y a des choix politiques qui ont été faits qui nous ont menés là. Si je remonte par exemple aux années 70, qui avaient quand même un contexte économique assez favorable, on avait mis sur pied les CLSC. Les CLSC, c'était vraiment une idée novatrice. C'était des instances qui étaient très près des communautés, qui étaient gérées démocratiquement par la communauté, qui avaient beaucoup d'autonomie et qui travaillaient dans une approche préventive, dans une approche collaborative. Par contre, leur existence a vite été mise en péril. Les CLSC ont été fusionnés aux hôpitaux puis aux CHSLD dans des espèces de centres de santé services sociaux qui ont été refusionnés au fil des années, puis en 2015 notamment dans des centres intégrés de santé et de services sociaux. En faisant des méga-structures et en centralisant, c'est tout le contact avec les personnes qui ont besoin du système puis avec les personnes qui travaillent dans le système qui a été perdu. Le réseau est en ce moment débordé. On s'entend. Je demande un suivi pour un participant au niveau de la santé mentale. Ils ne peuvent pas répondre. Il y a des 1 an à 2 ans d'attente. Fait qu'imaginez-vous donc, pensez-vous qu'ils vont donner de l'aide alimentaire, de l'aide vestimentaire? Est-ce qu'ils font de l'aide aux devoirs et leçons, les petits-enfants qui ont des difficultés là, pour pouvoir arriver à faire des adultes responsables? Non. Toute l'éducation populaire, tous les liens, un endroit où ils se retrouvent, on va-tu les regrouper à l'accueil du CLSC? T'sais, non, c'est un non catégorique. Le réseau ne fait pas ça. Ils sont déjà débordés. Au contraire, ils essayent de signer des ententes pour que les organismes puissent le faire. Le CIS a une responsabilité populationnelle, puis ils ne sont pas capables d'y répondre tout le temps. Ça descend où? Dans les organismes. Tous les établissements de la ville sont fermés, tous les pavillons. On est les seuls qui est ici parce que le responsable me dit on s'est assis avec la santé publique et on n'a pas envie de répondre à tout ce que vous répondez. On n'a pas envie de voir les gens sur le trottoir ici aux alentours. On n'a pas envie de voir les jeunes les faire des graffitis partout. Eux, la ville m'a dit vraiment, nous, on ne peut pas répondre à ces besoins-là. Puis c'est bien correct aussi, chacun son mandat. Donc, on vous maintient dans le centre Notre-Dame. La maison des jeunes qui est ici dans nos locaux, juste à côté, est fermée. Fait que les jeunes, ils font quoi? Ils traînent dans la rue ici, ils font toutes sortes de choses. Ils se mettent une table de pique-nique ici au fond, une table pliante, au fond du stationnement. Tu sais, fait que les demandes des organismes augmentent parce qu'il y a trop de monde dans les rues, les portes sont toutes fermées. Il y a eu des pertes d'emploi nécessairement, là. Des gens là, qui sont à salaire. Moi, exemple, là, on dit qu'on ferme l'organisme, je suis à salaire, on n'a pas nécessairement d'assurance ou quoi que ce soit. On se ramasse où? On se ramasse pareil comme nos participants, à la même place. Moi, je suis arrivée à l'époque, il y avait la régie régionale, les CLSC. Déjà, c'était plus facile. Ils ont décidé de tout fusionner ça, tout, puis tout. Essaye de parler à quelqu'un du CIS maintenant. Leur machine est grosse. La machine bureaucratique, ça coûte cher, cette affaire-là. L'État, là, il faudrait qu'il redéfasse tout ça. Là. Des petites instances, c'est beaucoup plus efficace et d'injecter au niveau du communautaire, d'injecter, parce que là, ils sont dans le curatif. Fait que plus qu'ils vont aller dans des petites instances, subventionner des organismes communautaires comme le nôtre, qu'on puisse accompagner les gens, les réintégrer à quelque part, tu sais. Je parle pour tous les organismes en général, là. On est au niveau de la prévention. Fait que ces gens-là, ils se ramasseront pas dans le système après ça.
Fait qu'il faut que le gouvernement, pour réparer le tissu social, investisse plus bas, puis qu'elle arrête la lourdeur qui est là en haut. On essaie de développer des projets en commun. Ils nous déversent un petit peu les projets en nous disant qu'ils n'ont pas d'argent pour les actualiser sur le plancher. OK, je comprends pas, là. Vous voulez quelque chose, mais vous ne descendez pas l'argent. Tu sais, ça marche pas, là. Ça marche pas. Mais on a besoin d'être reconnu pour ce qu'on fait, pour ce qu'on est. Et puis ça se fait avec des argents. Tout simplement. Fait qu'il faut qu'on travaille pour que ça descende, ça. C'est ça le message. Continuez de vous battre pour nous, les élus, les organismes communautaires. Parce que sur le plancher, concrètement, on n'a pas fermé, nous. On n'a pas fermé jamais. On a travaillé fort. On a répondu à ces besoins-là. Donc, ce que ça fait, c'est que là, au bout de 2 ans de pandémie, la société n'a pas sauté. Il n'y a pas des gens partout dans les rues à se tenir la tête pour avoir la santé mentale parce qu'on était là. Donc, battez-vous pour nous, qu'il y ait des argents en bas avec le moindre édition de compte possible. Je pense que les preuves sont faites. Sont faites, nos preuves. Toutes les grandes réformes qui ont eu lieu dans le système de santé au Québec sont venues l'affaiblir en coupant massivement dans les budgets. L'IRIS avait sorti une étude dernièrement, parlait de 2,3 milliards de dollars qui avaient été enlevés du système de santé. 2,3 milliards. C'est sûr qu'on ne peut pas penser enlever ce montant-là d'argent sans qu'il y ait de répercussions, dans la communauté. Il y a eu plusieurs années d'austérité dans les années 2014-2019. Ça fait extrêmement mal. Si on pense par exemple à la réforme Barrette, la réforme Barrette, personne n'en voulait. Ni les syndicats, ni les travailleurs, ni les organismes communautaires, ni les intervenants. La population n'en voulait pas. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un ministre de la Santé et des Services sociaux qui l'a passé quand même, sa réforme, envers et contre tous. Puis au final, qu'est-ce qu'on voit? Échec flagrant. C'est un échec de A à Z, cette réforme-là. On voit une lourdeur bureaucratique. On voit une désorganisation administrative vraiment importante. On voit une difficulté d'accessibilité aux services, voire même une coupure de services. On voit une difficulté d'accès. Les conséquences ont été vraiment désastreuses. Ça a poussé vers la privatisation. Au final, on a voulu sauver des coûts, mais finalement, ça coûte plus cher pour patcher. En Maison des jeunes, les activités sont toujours par et pour les jeunes. Donc, on fait un comité de jeunes. C'est les jeunes qui vont nous nommer ce qu'ils ont envie de faire. Puis nous, ensuite, on est là pour supporter ça puis mettre en place les choses qui ont été nommées. Puis là, on sentait qu'on pouvait simplement imposer des choses parce qu'on ne pouvait pas nécessairement faire comme ils nous avaient mentionné. Le couvre-feu, entre autres, on doit fermer l'organisme à 7 heures pour s'assurer que les jeunes sont revenus à la maison à temps. Puis ça fait en sorte qu'à partir de quand ils reviennent de l'école, ils peuvent venir à peu près 1h30 par jour à la Maison des jeunes. Puis là, dans notre dernier comité de jeunes, en fait, c'est nos jeunes qui ont dit on préfère quasiment l'intervention en ligne parce qu'au moins on n'a pas de limite de temps. Au lieu de commencer à parler, commencer à jouer à un jeu, puis là, être obligé d'arrêter en plein milieu parce qu'il faut partir à cause du couvre-feu. Puis étant donné qu'on est un vaste territoire, ils n'ont pas de lieu non plus où ils peuvent se rassembler à l'extérieur pour voir leurs amis qui habitent dans les autres municipalités, alors qu'à la Maison des jeunes, on accueille tout le monde. Donc, un jeune qui habite à Grenville-sur-la-Rouge, il peut choisir de venir à la Maison des jeunes à la Chute, même s'il y en a une à Grenville, parce que ses autres amis sont à la Chute. Si on n'était pas là, en fait, je pense qu'il y aurait beaucoup de parents qui manqueraient de ressources, parce que c'est assez fréquent que c'est le parent qui entre en contact avec nous pour soutenir son jeune, parce qu'il ne sait plus quoi faire, parce que c'est pas une situation qu'il a vécue. Puis, honnêtement, il manque de ressources, puis on n'a pas non plus de local vacant pour les accueillir. Donc, si la Maison des jeunes n'était pas là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils feraient. Je pense aussi que les services offerts, par exemple, l'accueil psychosocial, déborderaient aussi parce que nous, ça arrive qu'on va référer là, mais on essaie de faire les interventions avant. Puis si c'est pas nécessaire de référer, on référera pas. C'est pas juste un numéro dans un caseload, c'est un jeune qu'on apprend à connaître, qu'on aime, qu'on connaît ses belles qualités, qu'on connaît ses défauts, qu'on peut aider aussi à travailler là-dessus pour que lui, il apprenne à s'accepter aussi avec ça. Au lieu d'essayer de changer, au lieu de lui dire que c'est pas correct comment il se comporte.
de vraiment juste l'accepter comme qui est, puis de travailler avec lui à partir de là. Je pense que les jeunes ont été les plus impactés, pas au niveau des décès, mais au niveau à quel point leur vie sociale, c'est une des choses les plus importantes, les études le démontrent, puis de les couper de leurs amis, de ne pas avoir de flexibilité, de leur permettre d'avoir 2 ou 3 amis ou quelque chose comme ça. Je pense que ça démontre vraiment à quel point c'était pas une priorité présentement. Je comprends que c'est plus important de sauver les gens qui sont plus vulnérables au point de vue de la santé, mais la santé mentale est tout aussi importante, puis ça, je pense que ça a été oublié vraiment beaucoup chez les jeunes. Nous, on voit un taux record de nombre de jeunes ici avec des idées noires, quelque chose qui habituellement est quand même rare dans notre clientèle. Là, c'est devenu presque une norme. On a vu beaucoup de jeunes avec les taux d'anxiété qui ont monté, des jeunes qui ne voient plus non plus l'intérêt parce que à quoi bon juste te lever, aller à l'école, retourner chez toi? Quand tu ne peux pas avoir de vie sociale, tu ne peux pas faire les loisirs que tu souhaites, tu ne peux pas faire tes passions, tes activités sportives, tout ce qui te maintient en vie puis qui te donne la drive puis l'énergie de continuer à faire les affaires un petit peu moins intéressantes pour toi. Fait que je pense qu'ils l'ont eu vraiment, vraiment rough. Puis c'est sûr qu'on a juste hâte de pouvoir mettre la pandémie derrière nous puis que la vie reprenne un cours normal parce que je pense que les jeunes l'ont eu vraiment difficile la dernière année puis ça va faire du bien à tout le monde de juste pouvoir penser au futur un peu. Ce qu'on appelle le phénomène de déversoir aussi, c'est quand les organismes communautaires sont vus comme une extension du système de santé pour venir pallier à ce que le système est juste plus capable de faire. Tout le désinvestissement dans le système de santé fait en sorte qu'il y a un glissement d'une approche qui est centrée davantage vers le service, vers le curatif, plutôt que de travailler en amont ou à la transformation sociale, comme le font les organismes communautaires qui visent finalement à prévenir les problèmes et à travailler sur l'amélioration des conditions de vie plutôt que sur le problème une fois qu'il est là. Si je prends quelqu'un avec une détresse psychologique, par exemple, cette personne-là a besoin d'une réponse immédiate. Quand elle se présente dans le système de santé, des fois, il n'y a juste pas de place. Cette personne-là va être mise sur une liste d'attente alors qu'elle ne peut pas attendre. Et on le sait que de plus en plus, il va y avoir du référencement vers les organismes puisque les organismes sont réputés pour pouvoir répondre rapidement aux demandes. Puis ce qu'on constate avec la pandémie, c'est qu'il y a une augmentation de la demande, il y a une augmentation de la détresse psychologique. Les organismes en santé mentale en témoignent. La pandémie n'est pas terminée, donc on pourrait penser que la situation va continuer. Comment, finalement, on va venir soutenir les organismes communautaires qui sont confrontés à cette augmentation de la demande-là? Il y a eu une augmentation de la manifestation des besoins. La demande, c'est le terme qu'on va mettre dans nos structures après. Mais oui, il y a eu une grosse augmentation parce que le système est incapable de répondre à des besoins de cette nature-là. Là, on le voit beaucoup avec le réseau de la santé durant la COVID puis le délestage. J'ai calculé hier, c'est 60 fois le nombre de références qu'on a de la part de gens qui sont référés ou dompés par le réseau de la santé ou des gens qui n'ont pas eu accès pour du dépistage ITSS de base. Le dumping ou le manque d'accès. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de personnes aussi du réseau, c'est ainsi qui disent « Ah, va au CSA, ça va être beaucoup plus rapide parce que là, ici, c'est minimum 8-9 semaines avant que tu aies un rendez-vous. Puis là, après, il faut que tu aies un rendez-vous, plus un autre paquet de semaines pour avoir tes résultats. Là, tu sais, ça n'a juste pas de bon sens. Fait qu'ils disent « Ben, va au CSA, c'est plus simple. Si tu n'as pas de carte d'assurance maladie, va au CSA, ils vont te gérer. » C'est correct, là. On est fait pour ça, on a cette capacité-là. Mais il faut qu'on ait la reconnaissance puis le soutien de la structure. Alors, comme on est indifférent aux communautaires, que ça se peut pas que le communautaire fonctionne parce qu'ils n'ont pas la structure et l'intelligence et l'organisation que nous, on a dans notre belle hiérarchie. Comme ils n'ont pas ça, donc ça se peut pas que ça marche. Donc, on n'en tient pas compte. Mais ce qui
sauverait le système, c'est de retourner à l'esprit du communautaire, de les connaître pour les reconnaître. Puis quand on reconnaît qu'ils savent quoi faire, quand faire ou comment faire, bien, on va les aider. On va les aider. Oui, on va leur donner des sous. On va leur faire confiance. Ça fait des années, ça fait 30 ans que le Centre d'amitié existe, puis ça fait 30 ans qu'on ramasse les pots cassés du réseau de la santé, ça fait 30 ans qu'on dénonce des choses, ça fait 30 ans qu'on n'a pas nécessairement le soutien qu'on devrait avoir pour compenser, parce qu'on offre des services à des citoyens qui ne sont pas des citoyens de deuxième zone, même si des fois c'est beaucoup comme ça. Fait que ça a une valeur, ce qu'on fait. C'est aidant. On ne demande pas la charité, on fait notre travail, on veut juste avoir les moyens de le faire, l'autonomie de le faire. Pour un paquet de raisons, mais ce qu'on fait, c'est différent. Il n'y a pas de place pour l'innovation, il n'y a pas de place pour faire différemment. Il faut vraiment que ça fitte dans la colonne A, B, C, puis il n'y a rien de transversal, puis le festival du silo, puis personne ne se parle. Alors, tu sais, c'est le lien entre la réalité et le fait que la structure comptable fonctionne juste avec des chiffres. Des chiffres, ça veut dire combien ça coûte. Juste avec des chiffres, donc il faut faire le lien entre les deux. L'événement de la COVID a illustré cette réalité-là. Et c'est le communautaire qui, en grande partie, sauve le réseau ou le système qui, lui, est déshumanisé. On a en santé au Québec une incompétence structurelle qui fait que la bureaucratie prime sur le besoin des individus. Ce qui arrive avec la COVID devrait nous servir de planche de travail pour dire, bon, bien, les faiblesses qu'on pensait qui étaient là, puis qu'on savait qui étaient là, puis qu'on ne voulait pas nommer. Là. Puis le but, c'est pas de nommer des faiblesses, mais c'est de dire le système a failli, le système il a craqué. Qu'est-ce qu'on va faire collectivement? Puis c'est une affaire collective, on a tous un rôle à jouer, c'est nos impôts. Le CSA, on compense ces temps-ci pour des manques de services dans le réseau de la santé. Espérons qu'on ait le temps de s'asseoir puis de pouvoir nommer les choses, puis dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, qu'est-ce qu'il faut changer tout de suite pour éviter qu'il y ait d'autres enjeux. J'avais une demande à faire, est-ce qu'on peut avoir du leadership? Est-ce qu'on peut juste dire hey, comment on peut vous aider pour structurer ça? Parce qu'ultimement, les gens qui viennent ici, ils vont pas à l'urgence. Fait qu'on vient d'éviter des hospitalisations. Le réseau doit absolument faire preuve de leadership, aller vers les groupes qui font partie du filet social. S'il faut qu'on brasse la cabane, on va brasser la cabane, mais moi je dois les comptes à ces personnes-là qui se meurent. Quand la demande augmente dans les organismes communautaires, le financement ne suit pas. Ça fait des années que c'est comme ça. C'est une situation connue, mais qui ne peut pas perdurer. Puis le problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Puis le problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se terminer.